Les hauts responsables de l'Allemagne d'Hitler se tiennent ici devant les yeux de la communauté mondiale. Nous accusons ces prévenus d'avoir transformé la guerre en un outil d'annihilation massive de civils, ainsi que d'actes de violence et de pillage. Ce procès résonne à l'échelle mondiale et sera présenté dans les cinémas à partir du 2 mars. Bonjour, amis. Il y a 79 ans, le procès de Nuremberg, un tribunal militaire international, a atteint son apogée en tant que procès décisif pour les criminels de guerre du XXe siècle. Le récent film Nuremberg, réalisé par Nikolai Lebedev, dépeint ce procès historique et présente la dernière composition musicale du célèbre compositeur Édouard Artemiev. Le film offre une représentation éclairante des débats. Le procureur principal de Russie, Rudenko, est interprété par Bezrukov. Qui d'autre pourrait jouer ce rôle? À l'approche du 9 mai, chaque année, des discussions sur le procès de Nuremberg refont surface dans les médias. De nouvelles interprétations et des faits continuent d'émerger, nous incitant à publier ce contenu un peu plus tôt cette fois-ci. En regardant en arrière sur 25 ans, il est facile de penser que les procès de Nuremberg étaient simples. Des nazis et des fascistes ont commis des atrocités et ont été justement punis pour cela. Cependant, ce qui m'a le plus frappé dans les débats, c'est la manière dont ces actes horribles, des meurtres de masse systématiques, fonctionnaient avec la précision d'une machine bien huilée, semblable à un tapis roulant. Très peu de gens étaient au courant de ces atrocités. Le grand public est resté largement mal informé jusqu'à ce que des journalistes arrivent dans les camps de concentration libérés par les forces soviétiques et alliées. Les révélations que je vais aborder dans cette vidéo ont profondément choqué les gens, les laissant véritablement sans voix, car l'Europe n'avait jamais été témoin de telles horreurs auparavant ou depuis. Discutons des événements dans l'ordre. D'où est originaire ce processus? En 1943, alors qu'il devenait de plus en plus évident que la coalition alliée des Américains, des Britanniques et des Soviétiques vaincrait l'Allemagne d'Hitler, la question s'est posée: que faire des criminels de guerre? À ce moment-là, un nombre significatif de crimes commis dans l'Union soviétique avait déjà été documenté. Cela inclut tout, des villages brûlés aux preuves de torture et d'abus dans les camps de concentration, ainsi que le pillage de la nation et le retrait des collections de musées. Des atrocités similaires se sont également produites en France et en Pologne. Tout cela était connu, et le 30 octobre 1943, les Alliés ont signé la déclaration de Moscou, marquant la première fois qu'ils déclaraient publiquement leur intention de punir les criminels de guerre. Ensuite, nous rencontrons des faits surprenants. Pour être honnête, je n'en étais pas conscient moi-même. Les Alliés avaient des perspectives différentes sur les débats. Bien qu'il y ait eu une demande commune de punition, au départ, personne n'a réclamé un procès formel. Les Américains pensaient qu'il suffirait d'identifier un certain nombre de criminels de guerre et de les exécuter par fusillade ou pendaison, sans aucun procès ni enquête. La proposition initiale était d'exécuter les criminels de guerre par pendaison. Cependant, Churchill s'est opposé à cette méthode, la jugeant inhumaine. Il a plaidé en faveur de leur exécution par fusillade à la place. Il a également fourni à Staline des listes détaillées de criminels nazis à exécuter sans procès, affirmant qu'un tribunal était inutile puisque les preuves étaient claires. Plus précisément, Churchill croyait que les débats à venir ne devraient pas être de nature légale, mais plutôt politique, soulignant la nécessité de démontrer au monde que l'agresseur serait tenu responsable
et que la justice serait rendue. Je dois souligner que c'est à cette époque que le président américain Roosevelt a déclaré que nous ne devrions pas catégoriser les Allemands comme bons ou mauvais. Plutôt, l'ensemble de la population allemande devrait être tenue responsable des actions en cours. Cette perspective a introduit le concept de culpabilité collective parmi les Allemands. Pour conclure la discussion sur les listes proposées, les estimations comprenaient jusqu'à 50 000 individus. Ce chiffre englobait tous les dirigeants des plus hauts rangs, ainsi que ceux occupant des postes intermédiaires et divers autres au sein de la structure de gestion nazie. Cela incluait des membres des SS, de la Gestapo, du NSDAP en tant que parti, ainsi que divers ministères et départements, ce qui représentait potentiellement 50 000 individus prévus pour exécution sans procès. Cependant, en 1944, les Alliés ont finalement atteint un consensus selon lequel un procès aurait lieu. Une raison cruciale de leur réticence initiale envers un tribunal ouvert était la peur que les témoignages ne révèlent des histoires sensibles, comme l'accord de Munich au cours duquel les Alliés ont cédé la Tchécoslovaquie, ainsi que des révélations concernant des entreprises américaines finançant le Troisième Reich. De plus, le pacte Molotov-Ribbentrop entre l'Union soviétique et Hitler avant la guerre pourrait également être mis en lumière. Malgré ces préoccupations, les Alliés ont finalement convenu de la nécessité d'un processus ouvert et légal avec le procès de Nuremberg. Ceci marque une brève digression. Les procès de Nuremberg représentent la première instance où les nations alliées ont été tenues publiquement responsables de crimes de guerre. Des efforts antérieurs avaient été entrepris après la Première Guerre mondiale en raison de la destruction significative du patrimoine culturel par les Allemands et de l'utilisation de gaz toxiques dans la guerre par la France. Bien qu'il y ait eu des tentatives de poursuivre des dirigeants allemands pour ces offenses, les procédures judiciaires ont finalement été laissées aux Allemands eux-mêmes, qui ont convoqué environ 900 figures militaires. Cependant, environ 90% d'entre eux ont échoué à se présenter, certains fuyant. En fin de compte, la question a été minimisée, soulignant le manque de crédibilité à faire juger les Allemands par leur propre pairs. Aucune condamnation n'a résulté de cet effort, faisant du procès de Nuremberg une étape révolutionnaire dans cette responsabilité. Le 20 novembre 1945, le tribunal international des criminels de guerre a commencé à Nuremberg. Les 4 charges principales comprenaient la conspiration pour s'emparer du pouvoir en Allemagne, les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Le procès visait non seulement les individus clés, mais aussi diverses organisations, le Parti national-socialiste, les SS, la Gestapo, la Wehrmacht, la Banque d'État allemande et le gouvernement allemand. Ainsi, ceux responsables de l'orchestration de l'extermination et de l'émission d'ordre criminel ont été tenus responsables. La participation de la France a été accueillie avec scepticisme. Une anecdote historique infâme illustre ce sentiment. Lorsque le maréchal Keitel a signé la reddition de l'Allemagne, celle-ci a été reconnue par 4 pays. En voyant un représentant français retirer un gant de Kidd, il a demandé « Vous avez gagné aussi ?» Cette question soulignait l'occupation de la France, mais le problème était plus profond. La France était également complice. Le gouvernement de Vichy a collaboré activement avec l'Allemagne nazie, ce qui a conduit à une réception méfiante de la présence française au tribunal dans la presse. Il y avait une considération pratique en jeu. Le tribunal avait besoin d'une victime plutôt que d'un arbitre pour donner crédibilité aux procédures. Au départ, des représentants yougoslaves étaient censés participer,
Mais les alliés occidentaux s'y sont opposés en raison de la montée en puissance du mouvement communiste en Yougoslavie. Avec Tito émergeant comme un leader significatif, il était évident que la Yougoslavie allait probablement s'aligner politiquement avec le bloc stalinien. Par conséquent, les Yougoslaves ont été subtilement écartés du processus. Les Français ont suscité une sympathie considérable, en grande partie grâce au général de Gaulle, qui était immensément populaire. Tous les procureurs représentant la France au tribunal étaient membres du mouvement de résistance. Le tribunal était structuré avec le juge britannique Geoffrey Lawrence servant de président, tandis que le ministère public comprenait Robert Jackson des États-Unis, Hartley Shawcross de Grande-Bretagne et Roman Rudenko de l'Union soviétique, ainsi que François de Menthon de France. Les juges étaient Francis Biddle, Henri Donnedieu, Jonah Nikitchenko et Geoffrey Lawrence. Une fois les juges et les procureurs nommés, les Allemands accusés ont eu le droit à une défense légale. Cependant, un problème notable est survenu lorsque de nombreux Allemands ont choisi de renoncer à la défense proposée par les procureurs. Göring a été le premier à soulever la question, s'interrogeant sur la manière dont il pouvait être jugé et suggérant que la défense appartiendrait à l'accusation. Il était évident que les procédures seraient biaisées. Par conséquent, ils ont commencé à chercher des avocats en Allemagne, mais ont rencontré un obstacle majeur. La plupart des avocats allemands étaient réticents à défendre des criminels nazis, car ils devraient vivre avec cette association. Considérons le scénario. Être un avocat, ayant défendu avec succès un industriel éminent ou un cas familial notable, et ensuite, ajouter à cette réputation, il a défendu Göring, serait une stigmatisation durable pour les 20 années suivantes. Par conséquent, de nombreux avocats allemands ont refusé de prendre en charge de tels cas. En conséquence, le tribunal a dû s'assurer que tout avocat engagé dans les procédures ne rencontrerait aucun obstacle futur dans sa carrière. Il était important de reconnaître leur rôle crucial dans le processus. Les avocats allemands ont contesté, déclarant « Attendez, nous sommes dans un procès régi par le droit britannique. Si vous affirmez que Paulus est un témoin vivant, il est difficile de croire qu'il existe réellement. » Certains des accusés avaient déjà engagé leurs propres avocats, tandis que d'autres cherchaient de l'aide par l'intermédiaire de leurs familles et amis. Néanmoins, tous les accusés ont finalement réussi à obtenir une représentation légale. Qui était sur le banc des accusés? Le criminel le plus notoire, Hitler, a échappé à la justice en se suicidant avant la capitulation de l'Allemagne. Heinrich Himmler, qui dirigeait le RSHA et a joué un rôle clé dans la formation des SS après la mort de Heydrich, était également impliqué. Il portait une responsabilité personnelle pour de nombreuses atrocités, y compris l'extermination d'individus dans les camps de concentration, des expériences médicales non éthiques menées sur des prisonniers et le pillage des biens culturels. Surtout, le terme génocide est apparu pour la première fois à Nuremberg, où les atrocités commises contre le peuple juif, connues sous le nom d'Holocauste, ainsi que les génocides en Pologne et contre la population soviétique ont été abordés. Ce procès historique a ouvert la voie à une responsabilité future, menant à des tribunaux tels que celui de la Haye pour les criminels de guerre de l'ancienne Yougoslavie et le tribunal militaire pour le Rwanda. Tous ont été influencés par les précédents établis à Nuremberg. Ce moment a marqué un tournant significatif pour le droit international. Avec la disparition de Hitler et Himmler, Joseph Goebbels, responsable d'une grande partie de la propagande,
a également mis fin à ses jours avec sa famille. Pendant ce temps, Martin Bormann, le numéro 2 de fait du Parti national-socialiste, et Heinrich Müller, le chef de la Gestapo, ont tous deux disparu. Je détaillerai leur sort plus tard. Cependant, Müller n'a jamais été retrouvé, tandis que les restes de Bormann ont finalement été identifiés. En fin de compte, ces individus ont échappé à la justice. Immédiatement après la capitulation de l'Allemagne, de nombreux criminels allemands ont commencé à s'échapper en empruntant ce qui était appelé des pistes de loups. Certains ont trouvé refuge en Espagne sous le régime sympathique de Francisco Franco, tandis que d'autres se sont aventurés plus loin au Portugal, où Salazar avait des opinions similaires. Un certain nombre ont même réussi à rejoindre l'Argentine, comme le docteur Mengele, qui a échappé à la capture pendant des décennies. Cela souligne que, malgré des enquêtes approfondies, un nombre significatif d'individus a réussi à échapper à la justice. Parmi les accusés se trouvait Hermann Göring, le deuxième haut responsable, en raison de son poste de vice-führer et de commandant en chef de la Luftwaffe. En tant que principal accusé, il a joué un rôle central dans les procédures et est considéré comme l'un des criminels les plus significatifs capturés par le système judiciaire. Le 30 octobre, l'équipe de défense de Rudolf Hess a plaidé pour qu'il soit déclaré mentalement malade. Bien qu'il ait eu une histoire compliquée pendant la guerre, Hess est resté le député de Hitler au sein du parti nazi et était étroitement lié à lui tout au long de cette période. Capturé par les Britanniques pendant la guerre, il s'est néanmoins retrouvé face à un procès à Nuremberg. Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich, était également présent et portait la responsabilité ultime de la politique étrangère du Troisième Reich. Keitel a été le chef d'état-major du haut commandement de la Wehrmacht, ce qui est un détail significatif. La défense de l'armée allemande était « Pourquoi sommes-nous jugés ? La guerre a commencé. Nous sommes des soldats qui ont reçu l'ordre d'envahir la Pologne et l'Union soviétique, et nous avons simplement exécuté ces ordres. » Il a été établi qu'ils étaient au courant des exécutions de civils et des exécutions sommaires. Ils ont donné ces ordres, et la Wehrmacht a joué un rôle significatif dans la destruction des villages partisans. Alfred Rosenberg était l'une des figures les plus extrêmes, se considérant comme l'idéologue du Troisième Reich, ce qu'il était en grande partie. Hans Frank a été le conseiller juridique en chef du régime et portait le titre de Reichsleiter pour les affaires juridiques. En tant que figure éminente dans le domaine de la propagande et de l'illumination, sa contribution a été significative. De plus, les lois promulguées par l'équipe de Frank dans les années 1930 et 1940 ont jeté les bases de l'Holocauste, y compris l'extermination d'individus, l'établissement de camps de concentration et la confiscation de biens culturels. Tout cela sera davantage étayé. Julius Streicher est peut-être la figure la plus dérangée à faire face à l'exécution, connu pour avoir publié Der Stürmer, un journal antisémite de premier plan dans l'Allemagne de Hitler. C'était un vieil homme excentrique, et je fournirai plus d'informations à son sujet plus tard. Walter Funk a été le commissaire général pour l'économie militaire, qui englobait bien plus que l'établissement d'usines pour la production de munitions. Cela impliquait l'utilisation de travail forcé, l'enlèvement d'individus pour travailler dans les industries militaires et d'autres activités connexes. Karl Dönitz était un grand amiral qui a dirigé la marine allemande pendant la guerre, tandis qu'Erich Raeder commandait la flotte de sous-marins allemands. Raeder serait tenu responsable de ne pas avoir assisté les marins des navires coulés. Baldur von Schirach, une autre figure extrême,
était responsable de la fondation de la jeunesse hitlérienne. Alfred Jodl a été le chef d'état-major de la direction opérationnelle de la Wehrmacht et était directement responsable de l'élaboration des stratégies militaires, y compris les plans d'invasion de la Pologne et l'opération Barbarossa, l'attaque contre l'Union soviétique. En revanche, Franz von Papen, un diplomate allemand, a joué un rôle actif dans la facilitation de l'ascension au pouvoir de Hitler et des nazis en Allemagne, mais sera par la suite acquitté. Arthur Seyes-Inquart était un dirigeant de parti éminent, responsable de l'Anschluss, qui impliquait l'annexion de l'Autriche, et il a également joué un rôle clé dans l'établissement de camps de concentration en Autriche et aux Pays-Bas. Albert Speer, souvent reconnu comme l'architecte en chef du Reich, est bien connu pour son implication dans des projets tels que la conception du stade olympique et les plans de reconstruction de Berlin. Il jouissait d'un statut privilégié en tant qu'architecte de Hitler. Il était responsable non seulement des palais et des structures de propagande, mais gérait également des usines militaires. Il supervisait des opérations où des prisonniers de guerre et des individus internés illégalement travaillaient au sein de l'économie militaire. Constantin von Neurath, l'un des premiers diplomates allemands, avait été impliqué dans la formulation de la politique étrangère allemande avant Ribbentrop. Enfin, il y a Hans Fritzsche, dont je discuterai en détail plus tard. Il était la voix principale de l'Allemagne de Hitler, diffusant à la nation 2 fois par semaine à la radio allemande avec l'introduction « Bonjour, ici Hans Fritzsche à l'appareil ». Ces émissions louaient le courage des troupes allemandes, détaillaient leurs actions et plaidaient pour des mesures plus sévères contre les Juifs. Essentiellement, il utilisait ses discours incendiaires pour tromper et influencer l'ensemble de la population allemande, contribuant ainsi à la justification de la guerre. Il est important de noter que les seules sources d'informations disponibles étaient les journaux et la radio, car il n'y avait pas d'Internet. Goebbels, le ministre de la propagande du Reich, soulignait que la radio était le moyen de communication le plus puissant. Il est incertain de savoir comment le paysage aurait évolué s'il avait eu accès à la télévision, car la radio servait à l'époque d'un outil très efficace pour la propagande de masse. Hans Fritzsche, un associé privilégié de Goebbels, diffusait à la radio 2 fois par semaine. Beaucoup nourrissaient des doutes sur les procédures, car il restait flou comment les Alliés coordonneraient leurs efforts, géreraient le processus et, surtout, identifieraient les preuves nécessaires pour étayer les accusations. Comment parviendraient-ils à localiser les documents nécessaires pour poursuivre les criminels? En tant que diplômé de l'Institut historique et archivistique et historien-archiviste, je tiens à souligner le rôle significatif que les archivistes ont joué dans ce processus. Une vaste quantité de documents, littéralement des tonnes, a été récupérée et utilisée par le tribunal. Nous devons reconnaître les Allemands pour cela, car chaque victime et chaque crime ont été méticuleusement documentés et organisés en rapport avant d'être envoyés au ministère concerné. Par exemple, ils ont signalé l'exécution de 10 000 individus en Ukraine. En effet, il y a des détails véritablement choquants à considérer. Lorsque les unités SS du Sonderkommando et des Einsatzgruppen ont procédé à l'extermination de civils, ciblant les Juifs et les commissaires, elles envoyaient des rapports troublants à Himmler à Berlin. Dans ces communications, elles déploraient les difficultés de leur travail, déclarant « C'est très difficile, nous tirons sur 3000 personnes par jour. Il est tout simplement impossible de suivre. Les hommes deviennent fatigués et épuisés, car nous exécutons ces personnes
sans même prendre de pause pour le déjeuner. Voici une suggestion logique concernant le processus d'inhumation. Le rapport proposait de creuser une fosse avec des pelotons d'exécution positionnés de chaque côté. Le premier groupe serait exécuté et tomberait dans la fosse, suivi d'un autre groupe par-dessus, avec des groupes supplémentaires, ajoutés au besoin. Cette méthode pourrait rationaliser l'opération et éliminer la nécessité d'inhumation séparée. Il s'agit d'un document réel, envoyé au RSX, qui a été discuté et jugé contenir des propositions valables avant d'être accepté. Himmler l'a signé, donnant ainsi le feu vert à sa mise en œuvre. De nombreux documents similaires existaient, tels que des directives sur l'utilisation appropriée des camions à gaz, des véhicules conçus pour gazer des individus. Ces instructions précisaient le type de gaz à utiliser, désignant le Zyklon B comme l'option requise, tout en avertissant que l'utilisation de tout autre gaz obstruerait les tuyaux. Tout cela a été méticuleusement documenté, et bien que de nombreux dossiers aient été dissimulés, cachés dans des mines ou immergés dans des réservoirs, de nombreux documents ont survécu et sont devenus accessibles pour la justice. Robert Jackson, le procureur en chef du tribunal américain, a commencé sa déclaration d'ouverture par « Nos preuves seront horrifiantes et vous pourriez en perdre le sommeil. Pourtant, ces actions sont celles qui ont fait reculer le monde avec horreur et ont poussé chaque individu civilisé à se dresser contre l'Allemagne nazie. L'Allemagne s'est transformée en une immense chambre de torture, avec les cris de ses victimes résonnant à travers le monde, suscitant un profond sentiment d'horreur parmi les nations civilisées. Bien que j'ai autrefois douté et été sceptique à l'égard de nombreux récits d'atrocités horribles durant cette guerre, les preuves que nous présentons seront si convaincantes que j'affirme avec confiance que personne ne pourra réfuter mes affirmations. Les accusés ne pourront que tenter de rejeter la faute, niant leur implication personnelle ou leur ignorance de ces crimes. Ce n'est pas simplement rhétorique. De nombreuses personnes ont perdu connaissance après avoir visionné les documentaires présentés par les côtés soviétiques et américains. Tous les accusés d'Allemagne ont fait remarquer « Nous ne sommes que des ombres de Hitler. Il a orchestré tout cela et nous avons simplement suivi des ordres. » La moitié d'entre eux prétendra ignorer, affirmant qu'ils n'avaient aucune idée de l'ampleur des atrocités. De telles dénégations seront répandues. Le seul individu qui tentera de résister aux procédures est Göring, qui occupera le devant de la scène durant les premiers jours. Cependant, concentrons-nous sur le déroulement du procès. Musique. Le 20 novembre 1945, le procès commence, suscitant une sensation considérable. Le premier accusé est Robert Ley, qui supervisait le front du travail allemand, étant de facto en charge de tous les syndicats et de l'ensemble de la classe ouvrière. Il met fin à ses jours par suicide, refusant d'admettre sa culpabilité. Bien qu'il exprime des regrets pour les actes horribles d'antisémitisme, il soutient fondamentalement Hitler. En 1945, Robert Ley était devenu une figure importante, supervisant l'ensemble du mouvement ouvrier et influençant toutes les usines, son travail étant visible dans les affiches et la propagande pro-Hitler. Il ne faisait aucun doute qu'il ferait face à l'exécution. À ce moment-là, cependant, il était en mauvaise santé et avait développé un sérieux problème d'alcoolisme. Un épisode notable de la vie de Ley concerne Édouard VIII, qui a abdiqué le trône britannique, entraînant l'accession d'Élisabeth. Édouard, connu pour avoir démissionné en raison de sa liaison avec une actrice américaine, a exprimé sa sympathie pour le Reich,
marquant un moment scandaleux pour la monarchie britannique. Lors d'une visite amicale en Allemagne, Leigh l'a conduit dans une Mercedes et s'est retrouvée presque incapacitée par l'alcool, ce qui a conduit à un accident presque fatal avec l'ancien roi. Il était qualifié de fureur du prolétariat et savait pertinemment que l'exécution l'attendait. Bien que le procès ne soit pas encore en échec, des tensions ont commencé à surgir entre les parties impliquées, les Soviétiques, les Américains et dans une moindre mesure, les Britanniques et les Français. Les procédures nécessitèrent une structure et un récit soigneusement élaborés, mais des malentendus ont commencé à apparaître. Les 15 et 16 octobre, un événement significatif se produit lorsque le ministère public demande le procès de Gustav Krupp. Krupp représente l'industrie sidérurgique allemande et était un financier clé du Troisième Reich, ayant personnellement financé la modernisation des usines militaires. Il était un soutien économique crucial du régime de Hitler. Cependant, à ce moment-là, il est un homme âgé luttant contre la démence. En conséquence, des tentatives sont faites pour substituer Gustav Krupp par son fils, qui était également impliqué dans l'entreprise. Cependant, le tribunal manque de consensus sur cette question. En fin de compte, Krupp reste inculpé, mais ne se présente pas au tribunal en raison de son âge avancé. Le 16 octobre, les Kukryniks, célèbres caricaturistes soviétiques, arrivent pour documenter les procédures à travers des illustrations. Le procès a été ouvert à la presse, un développement crucial étant donné l'opposition initiale des Américains et des Britanniques, qui avaient suggéré de le garder fermé aux journalistes en raison d'incertitudes concernant les procédures. Cependant, l'Union soviétique a insisté pour un processus ouvert et contradictoire. En fin de compte, les journalistes ont été autorisés à assister au procès et des films ont été réalisés dans la salle d'audience. De plus, les galeries supérieures du tribunal de Nuremberg ont été ouvertes aux spectateurs, attirant plus que les épouses des accusés. De nombreuses personnes assistaient au procès. Je me suis demandé pourquoi l'ensemble de la population de Nuremberg ne se rassemblait pas autour du bâtiment chaque jour. Ce procès était devenu une sensation mondiale. En lisant les mémoires du personnel militaire soviétique, américain et britannique concernant l'Allemagne et Nuremberg, on rencontre une image frappante. La région ressemblait à un désert brûlé. Des femmes allemandes fouillaient à la recherche de mégots de cigarettes à vendre, alors qu'une faim généralisée régnait et que le chauffage était rare. L'Allemagne était en ruine, laissant peu d'intérêt parmi ses citoyens à assister au tribunal en tant que spectateurs. Jusqu'aux années 1970, les sentiments allemands à l'égard de Hitler étaient complexes. Bien que les sondages d'opinion publique indiquent que la plupart le qualifiaient de criminel, il subsistait un certain degré de sympathie à son égard. En fin de compte, ce procès représentait les luttes d'une Allemagne vaincue. En fin de compte, vous fournirez ce que vous souhaitez. Les conditions à Nuremberg étaient désastreuses, la ville étant en ruine. Cependant, les équipes des membres se retrouvaient logées dans de somptueux manoirs. Le parquet opérait depuis une section relativement restaurée du tribunal de Nuremberg, qui avait également été remise en ordre. Le point central pour les participants au procès était sans aucun doute le Grand Hôtel, où les membres du tribunal, journalistes, fonctionnaires du NKVD et agents de renseignement des États-Unis et de Grande-Bretagne se retrouvaient après les réunions. Ce lieu est devenu un endroit pour des cocktails et des discussions, avec de nombreuses histoires émergeant de ces rassemblements. Il servait de lieu de détente
au milieu de l'atmosphère intense entourant les procédures. Les Britanniques ont exprimé des plaintes concernant le manque de rafraîchissement pour leurs équipes judiciaires, ce qui a poussé de nombreux seigneurs anglais à envoyer des boissons à leurs propres frais. L'atmosphère intense a eu des conséquences, et il était compréhensible que les gens souhaitent un verre à la fin d'une longue journée, après avoir été témoins des sinistres événements qui se déroulaient chaque jour. Le 21 novembre, lors de son opportunité de répondre aux accusations, Göring, un orateur talentueux, a choisi de ne pas simplement les affirmer ou les nier. Au lieu de cela, il a déclaré de manière provocante « Nous parlons de crimes de guerre, n'est-ce pas? Que dire du bombardement de Dresde par les Alliés? Que dire d'Hiroshima et de Nagasaki? Peut-être devrions-nous examiner cela aussi. » Cependant, il a rapidement été interrompu, car sa rhétorique captivante plaisait aux journalistes. Son éloquence laissait souvent les autres sans voix. Veuillez répondre directement. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les accusations? Après cela, Göring a été autorisé à retourner au banc des accusés, et von Ribbentrop a pris son tour. Lorsqu'on lui a posé la même question, il a répondu « Nous étions tous dans l'ombre de Hitler ». Cela deviendrait l'argument central des accusés, se dépeindre comme de simples subordonnés à Hitler, impuissants et incapables de résistance. Ils ont affirmé qu'ils n'avaient aucune véritable chance de s'opposer à lui. Julius Streicher, une figure de proue de l'antisémitisme et fondateur de Der Stürmer, a déclaré « Ce procès sert de plateforme pour la communauté juive internationale. Je vois que de nombreux juges et procureurs sont juifs, donc je n'ai aucun espoir d'une audience équitable. » Suite à cet accès de colère, le vieil homme déséquilibré a été renvoyé au banc des accusés. Le lendemain, Streicher a tenté de communiquer par l'intermédiaire de son avocat, affirmant qu'il était fou. Il affichait certainement un comportement excentrique. Cependant, le tribunal a rejeté la demande de le déclarer inapte à être jugé, le considérant finalement comme sain d'esprit. Pendant ce temps, une découverte étonnante a eu lieu à Munich. 9 millions de cartes d'adhésion au NSDAP étaient sur le point d'être jetées. Essentiellement, l'ensemble des archives des dossiers d'adhésion a été sauvé juste à temps. Je dois à nouveau souligner le travail des archivistes, car ils méritent d'être mentionnés. Ils opèrent dans des conditions extrêmement difficiles, avec 700 personnes triant des tonnes de documents. Imaginez simplement le volume de matériaux qu'ils gèrent chaque jour, alors qu'ils relient rapidement chaque élément à l'affaire en cours. Dans la seconde moitié de novembre, les procès de Nuremberg examinent les premières actions des nazis en se concentrant sur l'Anschluss de l'Autriche. Cela a impliqué l'annexion forcée et l'unification avec l'Allemagne, ainsi que l'établissement de camps de concentration. Pendant ce temps, Bach-Zelewski est interrogé, tandis que Göring s'adresse au tribunal. Au cours des procédures, des moments d'humour noir émergent alors que Göring partage des anecdotes sur la façon dont les Autrichiens se sont volontairement rendus et ont cherché des postes dans le nouveau gouvernement, tentant même de rejoindre rapidement le NSDAP. Cela provoque des rires parmi les journalistes présents, en entendant des rapports et des mémos liés à Seyss Inquart, un individu notoirement incompétent, auquel Göring répond en utilisant ses notes tirées des archives. L'atmosphère dans la salle est assez surréaliste, avec des gens riant de l'absurdité de la situation. C'est un aperçu des rouages internes des nazis, révélant combien d'individus égarés étaient impliqués. Tout cela se termine le 29 novembre, lorsque les Américains présentent un film montrant les horreurs des camps de concentration.
C'est le moment qui horrifie le public, faisant taire tout rire. Ils sont confrontés à des images saisissantes de cadavres émaciés, de fours, de chambres à gaz, d'enfants assassinés et de mères qui ont péri aux côtés de leurs enfants, à Dachau, Buchenwald et Majdanek. C'est indéniablement une réalité sobre et sombre. L'Union soviétique annonce qu'elle prépare son propre film, qui sera détaillé de manière exhaustive et achevé rapidement. Ce film, prévu pour être diffusé l'année prochaine, sera présenté en première le 19 février et devrait avoir un impact puissant. Il dévoilera des détails troublants, tels que la production de savon à partir de restes humains et l'utilisation de peau pour des couvertures de rapports ou des abat-jours. Ces spécificités résonnent plus profondément que de simples statistiques. Affirmer qu'un millier de personnes ont péri semble très différent de révéler comment leur peau a été réutilisée. Le côté soviétique présentera ces réalités glaçantes. Un bref aperçu de Hess révèle son importance pour le Reich. En tant que figure éminente et ami proche d'Hitler, il était un membre éminent du Parti national-socialiste et d'une loyauté farouche envers le leader nazi. Au début de la guerre avec l'Union soviétique, Hess, qui s'était entraîné à piloter, monte à bord d'un avion et se rend en Angleterre. En tant que membre de second rang du parti, et probablement le troisième dans le Reich, il engage des discussions avec des aristocrates britanniques, tentant de les persuader de s'allier avec l'Allemagne d'Hitler dans un effort commun contre les bolcheviks. Il est ensuite capturé et emprisonné, affirmant d'abord que Hitler l'avait envoyé en mission, avant de déclarer plus tard que c'était uniquement de sa propre initiative. Une vaste campagne médiatique en Allemagne commence, affirmant que Hess est devenu fou et a fui en Angleterre, ce qui entraîne la suppression de son nom de divers dossiers. Il reste détenu en Angleterre pendant toute la guerre, étant finalement amené au procès de Nuremberg. Bien qu'il semble qu'il pourrait simplement prétendre ignorer son voyage en Angleterre, il fait face à des accusations liées à la prise de pouvoir en Allemagne et à l'agenda nazi. Quelques jours plus tard, un examen médical conclut que Hess est en effet sain d'esprit. Pendant le procès, Hess adopte un comportement étrange, affichant une amnésie complète et ne reconnaissant personne, ce qui suscite des soupçons quant à son état mental. Il est évident qu'il se trouve dans une condition psychologique particulière. Alors qu'il est en Angleterre, il affirme avoir développé des maux de tête en raison du manque de nourriture, exprimant des délires d'être empoisonné. Il insiste « Je ne meurs pas parce que je suis habitué au poison. Chaque jour, mes geôliers ajoutent du poison à mes repas. Pourtant, je suis toujours ici, vivant. Mon corps s'est simplement adapté. » En effet, Hess avait perdu la raison. Fait remarquable, il allait vivre de nombreuses années. La plupart des hauts fonctionnaires de l'Allemagne d'Hitler, tant militaires que civils, qui n'avaient pas été exécutés, ont également réussi à mener une longue vie. Ce n'est qu'en 1983, 1996, 1992 et 2000 que beaucoup ont commencé à mourir. Hess lui-même a reçu une peine de réclusion à perpétuité et est finalement décédé dans la prison de Spandau, bien qu'il ait été reconnu comme sain d'esprit. Début décembre 1945, un développement significatif se produit lorsque Göring accorde une interview détaillée au Neue Zeitung, qui est ensuite reproduite par le New York Times. Par la suite, la presse est interdite de communiquer avec les accusés. Bien que des documents et des notes continuent d'être transmis à l'extérieur par l'intermédiaire des avocats, aucune autre interview n'est autorisée. Le ministère public, particulièrement sous pression de l'Union soviétique, reconnaît que Göring utilise le procès pour se promouvoir, se produisant effectivement devant un public. Il rit
et exerce une influence considérable sur ses co-accusés dans le box des accusés. Par la suite, Göring dîne seul dans sa cellule, exerçant une influence sur les autres prisonniers. Pendant les repas, ils engagent des discussions sur des stratégies de défense communes, entre autres sujets. Après l'interview, la communication avec la presse sera interdite. Le 8 décembre, un événement inhabituel se produit lorsqu'un soldat de l'armée rouge nommé Bouben est tué devant le Grand Hôtel. Il était assis dans une voiture, attendant que son supérieur sorte du bâtiment. Les témoignages des témoins suggèrent qu'il a été approché par quelqu'un vêtu soit en civil, soit en uniforme américain, probablement un ancien nazi. Bouben a été abattu à la tête, mais il devient rapidement évident qu'il n'était pas simplement une victime aléatoire. Il attendait quelqu'un nommé Mikhail Likhachev, un agent du NKVD qui avait été impliqué avec le comité spécial du MGB depuis 1946. La théorie initiale suggère que la véritable cible du tireur était Likhachev et non Bouben. La théorie dominante qui a émergé parmi tous était que l'incident était une provocation allemande visant à semer la discorde parmi les participants au procès. Parallèlement, une situation est survenue impliquant des pilotes soviétiques qui ont atterri avec un avion à Nuremberg sans permission. Les circonstances de leur atterrissage étaient floues, probablement en raison de problèmes météorologiques empêchant la communication ou d'un manque de notification aux Américains, puisque cela se déroulait dans une zone d'occupation américaine. Ils ont ensuite été détenus, ce qui a suscité des protestations de Rudenko, qui représentait l'Union soviétique. Finalement, les pilotes ont été libérés. Pourquoi est-ce important? Malgré de nombreux témoignages affirmant une relation de travail normale entre Américains, Russes et Britanniques, des tensions sous-jacentes rendaient le dialogue difficile. Le 11 décembre, le documentaire « Le plan nazi » a été projeté, basé sur des archives militaires allemandes. Ce film a souligné que les événements n'étaient pas aléatoires. Les Allemands avaient une stratégie calculée, conçue pour conquérir l'Europe et exterminer la population slave. Au cours de cette période, des preuves horrifiantes provenant du camp de concentration de Buchenwald sont présentées au tribunal, y compris des abat-jours fabriqués à partir de peau humaine, en particulier ceux portant des tatouages. Le commandant de Buchenwald, Koch, avait sur son bureau un presse-papier fait à partir de la tête séchée de l'une des victimes du camp. Parallèlement, 36 gardes de Dachau sont jugés. Des procès ont lieu non seulement à Nuremberg, mais aussi dans les zones d'occupation, où ces gardes de Dachau ont été condamnés à mort et exécutés. Un autre récit, impliquant le berger allemand, concerne la femme de Koch, qui a reçu une peine de réclusion à perpétuité et est décédée en 1967. Alors qu'elle était chez elle à préparer des repas, elle participait également à la torture des prisonniers. Elle a spécifiquement demandé des abat-jours fabriqués à partir de peau humaine avec des tatouages, exprimant sa préférence pour ceux-ci plutôt que pour des modèles simples. Des survivants de Dachau ont raconté que la cruauté infligée par elle et d'autres était particulièrement perverse. Il est évident que Buchenwald était dirigé par des individus mentalement perturbés et enclins à la perversion, leur permettant d'exercer un pouvoir sans contrôle sur des prisonniers sans défense. Koch ferait plus tard face à un autre procès, tout comme Elsa Koch. Il est important de noter que, bien que les procès de Nuremberg soient largement reconnus, il y avait également des procès plus petits, souvent appelés les petits Nuremberg, qui se déroulaient dans la zone d'occupation américaine. Ceux-ci comprenaient des poursuites
contre des dirigeants des Sonderkommando et des Einsatzgruppen, ainsi que des procès de garde, de médecins et de juges allemands. En essence, les procès se sont considérablement élargis, les autorités américaines et soviétiques s'efforçant d'inclure autant d'individus que possible parmi les accusés. Il était clair qu'Adolf Hitler seul n'était pas responsable de la brutalité continue et élaborée. De nombreux autres responsables étaient impliqués dans ces atrocités, que ce qui est généralement reconnu. À la fin décembre, le tribunal commence à tenir les organisations responsables en plus des individus clés impliqués. Les SS, SA, Gestapo, NSDAP et le gouvernement sont tous mentionnés dans les accusations. Notamment, Martin Bormann est inclus dans l'affaire en tant que défendeur jugé par contumace. En tant que numéro 2 du parti de Hitler, Bormann était une figure éminente et influente qui a disparu lors de l'effondrement de Berlin. Sa dernière apparition connue remonte à sa tentative de fuir devant les forces soviétiques, s'accrochant à l'armure d'un char. Après une explosion qui a immobilisé le véhicule, il a disparu sans laisser de traces après avoir couru vers un pont ferroviaire. Plus tard, un corps vêtu de l'uniforme d'un officier nazi de haut rang est découvert et initialement revendiqué comme étant celui de Martin Bormann, bien qu'il reste non identifié. Ce corps disparaît par la suite jusqu'à ce que, des décennies plus tard, 2 corps soient découverts lors de travaux de rénovation à Berlin. Une autre figure impliquée dans les procès par contumace est l'ancien chef de la Gestapo, Müller, célèbre pour avoir été interprété par Bronnevoy dans 17 moments du printemps. Müller était directement responsable de la torture, des déportations et des meurtres. Il disparaît et des rumeurs font état de sa présence en Argentine 20 ans plus tard. Mais finalement, il n'a jamais été retrouvé. Le tribunal prend alors une pause, les procédures devant reprendre en janvier. Le 3 janvier, un événement médiatique majeur se produit avec le témoignage d'Otto Ollendorf concernant le groupe Einsatz, qui a mené des exécutions de masse en Union soviétique. Pour la première fois, un document révèle les atrocités commises dans des territoires soviétiques comme la Biélorussie et l'Ukraine durant l'invasion nazie. Les révélations détaillent comment des partisans ont été exécutés, torturés et soumis à des traitements horribles lors de fusillades de masse. Cette information est rendue publique pour la première fois, choquant des audiences qui n'avaient jamais été confrontées à de tels matériaux auparavant. Le paysage médiatique a commencé à changer de manière significative durant cette période, avec l'émergence de grands journaux, de films photographiques et de actualités cinématographiques. De nombreux Allemands, pas seulement des fanatiques, mais aussi des personnes profondément ignorantes, ont enregistré des preuves de leurs crimes sur film. Ils partageaient ensuite ces vidéos d'amateurs choquantes avec leurs familles et leurs amis, tout en étant assis près de la cheminée, se vantant de leurs actions. De tels matériaux ont finalement trouvé leur place dans les dossiers de l'accusation. Le 8 janvier, un événement significatif se produit lorsque Mein Kampf d'Adolf Hitler est présenté comme preuve de crime. Cette inclusion marque un moment décisif car elle conduit à l'interdiction éventuelle de tous les symboles, éléments culturels et propagande associés au Troisième Reich, ainsi que de tout artefact lié aux actions de l'Allemagne nazie. Le 14 janvier, un interrogatoire a lieu sur 2 jours, au cours duquel le tribunal entend les témoignages de Dönitz et Raeder. Dönitz supervisait la Kriegsmarine, la marine allemande, tandis que Raeder était responsable de la flotte de sous-marins. Raeder fait face à 2 accusations significatives, notamment celle d'avoir émis un ordre interdisant le sauvetage des survivants
après des attaques de sous-marins allemands. La directive stipulait qu'après avoir coulé un navire ennemi, les sous-marins ne devaient pas faire surface pour aider ceux qui se trouvaient dans l'eau, mais plutôt privilégier leur propre échappatoire. Cet ordre a soulevé de sérieuses inquiétudes concernant les implications humanitaires de leur tactique en temps de guerre. Le 17 janvier, le procureur français de Menton s'adresse au tribunal, détaillant le vaste pillage de la France et le retrait des trésors culturels. Il souligne en particulier qu'environ 1 million de bouteilles de champagne figuraient parmi les objets pris. En effet, il y avait un fonctionnaire désigné dans l'Allemagne d'Hitler, spécifiquement responsable de la distribution d'alcool, comme je me souviens de mon temps, en tant que marchand de vin. Cet individu effectuait des inspections de caves et facilitait l'exportation de vins fins, tels que Bordeaux, Bourgogne et Champagne, vers le Troisième Reich. Le 19 janvier, une attention significative est portée sur Fritz Sauckel, le commissaire général à l'utilisation du travail que j'ai mentionné plus tôt. Au départ, Sauckel semble ne pas craindre les procédures, car il se perçoit simplement comme un ingénieur supervisant la main-d'œuvre. Cependant, des preuves documentaires de sa signature sont présentées au tribunal, révélant son rôle dans l'utilisation du travail forcé, ainsi qu'une directive soulignant le paiement minimal pour une efficacité économique maximale. Alors qu'ils tentent de se défendre, en affirmant qu'ils ont effectivement effectué des paiements. Bien que de manière incohérente, certains travailleurs recevant des Reichsmarks, tandis que d'autres ne le faisaient pas. Ces directives concernant l'utilisation extensive du travail forcé sont tout de même introduites comme preuve. En fin de compte, l'affaire contre cet ingénieur ordinaire, responsable du personnel de travail, évolue en preuve l'impliquant comme l'un des criminels clés. Il était pleinement conscient des opérations, a autorisé toutes les actions et a pénalisé ses subordonnés pour toute défaillance dans l'utilisation efficace de la main-d'œuvre esclave. Le 30 janvier, Rudolf Hess s'adresse au tribunal, après avoir été assis dans un état de torpeur tout au long des procédures, apparemment insensible et inconscient de son environnement. Ce jour marque un tournant surprenant, car Hess insiste pour se défendre lui-même, exprimant son mécontentement envers son avocat et déclarant qu'il souhaite se défendre. Au cours de cette période, l'accusation présente des preuves contre Albert Speer, l'architecte en chef du Reich. L'ascension de Speer est remarquable. Il était un architecte et un muraliste talentueux, responsable du style grandiose inspiré de la Rome antique dans l'architecture du Troisième Reich. Notamment, il a supervisé la construction du stade olympique à Berlin et a imaginé un nouveau plan architectural pour la ville. Comment l'ascension de Speer a-t-elle commencé? En 1937, lors de l'exposition internationale, 2 pavillons étaient en vedette, l'un représentant l'Allemagne d'Hitler et l'autre l'Union soviétique. Les Allemands ont remarqué que les Soviétiques construisaient une immense statue intitulée « Ouvriers et paysans collectifs » qui domine célèbrement le pavillon soviétique, semblant prête à écraser le pavillon allemand sous leurs pieds. Speer reconstruit alors le pavillon allemand, le transformant en une forteresse qui symbolise une défense solide contre l'Union soviétique. Couronnant le tout se trouve un aigle tenant une swastika. Dans sa défense, Speer soutient que tous les Allemands ont été victimes de la dictature de l'État industriel, affirmant que 88 millions de personnes ne pouvaient pas résister à la propagande implacable qui les inondait par le biais de la radio, des journaux, des projections de films et des revues militaires quotidiennes. Il insiste sur le fait qu'ils ont été submergés
et empoisonné par cette influence omniprésente, utilisant ce récit comme partie de sa justification. Le 8 février, un événement significatif se produit lorsque Roudenko, le procureur général soviétique, prononce un puissant discours accusatoire qui a l'impact d'une explosion. Il s'avère être un accusateur exceptionnel, mettant efficacement Göring au pied du mur, lui qui avait auparavant plaisanté et fait des remarques sarcastiques tout au long des procédures. Tout au long de l'interrogatoire de Göring, Roudenko le conteste fermement à plusieurs reprises. Après le procès, Roudenko acquiert une immense reconnaissance en Union soviétique, devenant finalement le procureur général. Dans les années 1960, Khrouchtchev plaisante avec lui, se demandant si son poste de procureur général est à vie. Fait intéressant, Roudenko survit à Khrouchtchev, décédant en 1981, tout en occupant encore ce titre. Le procès de Nuremberg sert de barrière protectrice pour Roudenko, le protégeant des purges qui ont eu lieu durant les dernières années de Staline. Il navigue à travers la direction de Khrouchtchev et reste en poste durant l'ère Brejnev, servant finalement comme procureur général jusqu'à sa mort. Roudenko affirme que les déclarations faites par l'état-major militaire allemand et les témoins de la Wehrmacht, insistant sur le fait qu'il n'avait aucun plan pour l'invasion de l'Union soviétique ou l'extermination de la population slave, sont sans fondement. Il fait référence au témoignage du maréchal Paulus, qui a été capturé lors de la bataille de Stalingrad, et indique sa volonté de présenter cette preuve devant le tribunal. Il existe une croyance répandue selon laquelle Paulus serait mort ou aurait péri dans des camps de concentration soviétiques, ce qui a conduit à de nombreux articles proclamant sa disparition. Les avocats de la défense contestent cela, se demandant pourquoi des documents signés par lui sont présentés s'il est supposément en vie, souriant en demandant à Roudenko « Est-il vraiment vivant ?» À leur grande surprise, Roudenko répond avec assurance « Oui, bien sûr ». Lorsqu'on lui demande quand il pourra le présenter au tribunal, Roudenko répond célèbrement « Dans 27 minutes ». En réalité, Paulus ne se présente pas à Nuremberg 27 minutes plus tard. Il est en fait amené de Moscou quelques jours plus tard. Cette arrivée surprenante est efficacement mise en avant dans le film Nuremberg. Personne n'avait anticipé son témoignage. Pourtant, il fournit des détails complets, déclarant « Oui, le plan Barbarossa a été initié par Hitler avec Göring et l'ensemble de la direction de la Wehrmacht impliquée dans sa planification. Les services de renseignement, la SS, la Gestapo et le ministère des Finances du Reich étaient tous au courant. Nous avons préparé l'extermination de la population slave et l'expansion de notre territoire. Voici la preuve de ce plan. Le témoignage de Paulus a finalement conduit à l'exécution de Keitel et Jodl, marquant un tournant crucial dans les procès de Nuremberg. Göring, qui avait auparavant plaisanté sur la situation, réalise maintenant la gravité de leur prédicament. Il avait rassuré Ribbentrop en disant qu'il resterait ministre du Reich de la Nouvelle-Allemagne, suggérant que leurs circonstances n'étaient pas désespérées. Cependant, les développements du procès menacent désormais la vie de tout le monde, poussant Göring à commencer à exercer son influence sur les autres accusés. À ce stade, un ordre est donné d'isoler Göring dans la salle à manger, lui imposant de manger dans sa cellule pour l'empêcher d'influencer les autres accusés. Le 19 février, les procureurs soviétiques portent un nouveau coup, présentant un film qui met en lumière les atrocités nazies commises au sein de l'Union soviétique
renforçant ainsi leur dossier contre les accusés. Le film dépeint de manière saisissante l'horreur de l'Holocauste à travers des processus bureaucratiques. Il s'ouvre sur du savon fabriqué à partir de la graisse et des os des prisonniers, ainsi que sur des matériaux tels que la peau humaine, utilisés pour des reliures et des abat-jours. La documentation révèle les origines de la pratique consistant à transformer les défunts en savon. Ce n'était pas simplement symbolique. Différents types de savons étaient produits, certains parfumés, d'autres non parfumés. Les Allemands abordaient l'extermination de masse avec un pragmatisme glaçant. Ils raisonnaient qu'au lieu de gaspiller des ressources, ils pouvaient utiliser les corps. Après tout, les individus étaient déjà morts, donc leur peau pouvait être réutilisée. Bien que cela puisse sembler cynique, cela reflète un exemple horrifiant de production sans déchets. Pour la première fois à Nuremberg, une machine conçue pour l'extermination systématique des individus a été exposée, illustrant une réalité glaçante, où même les défunts étaient exploités. Certains corps étaient transformés en savon, tandis que d'autres étaient utilisés pour des expériences médicales, les camps se transformant en vastes laboratoires. Les procès ont révélé des expériences troublantes, y compris celles impliquant le gel d'enfants et de femmes, et leur injection avec la peste et d'autres maladies, des activités méticuleusement documentées par les Allemands. Cette réalité sombre a été présentée au monde pour la première fois lors du procès. L'ampleur totale des crimes est révélée sur la scène internationale pour la première fois. En mars, un événement significatif a failli compromettre les procédures. Winston Churchill, l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, a prononcé son discours bien connu à Fulton. Dans cette allocution, il a évoqué Staline comme un allié précieux et a reconnu les soldats soviétiques, mais il a averti que l'Union soviétique étendait son influence à travers l'Europe, s'étendant jusqu'en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Il a dépeint un tableau d'un rideau de fer imminent et a suggéré que leurs ambitions pourraient ne pas s'arrêter là. Ce discours a finalement approfondi le fossé entre les parties opposées au procès. Göring exprime à nouveau des inquiétudes, suggérant à Ribbentrop que les procès pourraient ne perdre de leur élan, laissant entendre une opportunité potentielle pour eux. Le 11 mars, alors que les procès avancent, Jackson, le procureur en chef des États-Unis, et Rudenko, son homologue soviétique, décident d'éviter certains sujets. Les Américains s'inquiètent d'aborder le financement du Troisième Reich, tandis que les Soviétiques préfèrent ne pas discuter du pacte Ribbentrop-Molotov ou de l'exécution des Polonais à Katyn. L'Union soviétique affirme que les Allemands ont exécuté les Polonais, tandis que les Allemands présentent des documents indiquant que ces fusillades ont eu lieu avant 1941, suggérant que ce sont des officiers soviétiques qui ont effectué les exécutions. Plus tard, dans les années 1990 et 2000, la Russie reconnaît officiellement que les meurtres à Katyn ont été commis par des officiers du NKVD. Cependant, au moment des procès, cette information n'était pas encore connue, ce qui a conduit à une décision de mettre le sujet de côté. L'interrogatoire de Göring commence, avec Milch le défendant lors des procédures. Milch, une figure intrigante, est le chef de la Luftwaffe, alors que Göring est reconnu comme le fondateur de la force aérienne allemande et occupe le poste de Vice-Führer. Milch joue un rôle clé dans sa direction opérationnelle. Une phrase bien connue souligne le fait que les Juifs étaient exclus des postes significatifs en Allemagne. Cette exclusion s'étendait même à ceux ayant un héritage juif. Milch, qui était moitié juif, a été le député de Göring. Initialement impliqué dans l'aviation civile, il a contribué à établir le secteur de l'aviation civile
en Allemagne, avant que Göring ne le recrute pour son expertise. Milch a ensuite exprimé ses inquiétudes à Göring, demandant « Quel genre de Luftwaffe suis-je ? Une partie de ma famille est juive, mon père. » Par la suite, ils ont manipulé des documents, faisant pression sur la mère de Milch pour qu'elle déclare faussement qu'il n'était pas le fils de son père biologique, mais plutôt d'un aristocrate allemand. Étant donné que l'aristocrate était marié, ces documents falsifiés le mentionnaient comme le père de Milch. Göring a plaisanté en disant « Oui, Milch a été traité comme du bétail, mais au moins il a fini avec un aristocrate pour père, un choix beaucoup plus respectable. » Un incident étonnant s'est produit lorsque Streicher, qui publiait le journal Der Stürmer, est devenu de plus en plus déséquilibré dans sa quête pour identifier les Juifs. Il a découvert des informations sur Milch et a écrit une lettre à Hitler, exprimant son indignation. « Nous établissons un État arien, éliminant et expulsant systématiquement les Juifs. Pourtant, regardez Göring, son député est un Juif. » Alors que les procédures commençaient, on dit que Göring a répondu à Hitler en affirmant « C'est moi qui détermine qui est juif au sein de ma Luftwaffe. » Milch s'est ensuite retrouvé dans une position précaire. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1944, alors que la guerre touchait à sa fin, Streicher et Göring se sont engagés dans une féroce lutte de pouvoir interne. Cette dynamique révèle une perspective différente du régime nazi, qui semblait être une entité cohésive de l'extérieur. En réalité, il ressemblait à un pot rempli d'araignées, chacune consommant les autres chaque jour. Cet aspect mérite une discussion à part entière. En 1944, Streicher a revisité l'affaire Milch dans son journal Der Stürmer, clarifiant ses accusations. Il a affirmé que la fille de Göring, issue de son deuxième mariage, soulevait des questions sur sa paternité. Streicher a fait référence à la blessure à l'aine de Göring subie lors du putsch de la brasserie et a remis en question comment il pouvait avoir un enfant, suggérant plutôt qu'il devait avoir été conçu in vitro, une méthode qu'il a critiquée comme étant non aryenne. Cet argument scandaleux a été publié directement dans Der Stürmer. Göring était compréhensiblement outré, ce qui a conduit à un procès axé sur les activités financières de Streicher. Des questions se sont posées concernant son implication dans la propagande et l'antisémitisme, y compris s'il en avait tiré profit. Les enquêtes ont révélé que Streicher avait des transactions secrètes, telles que des comptes bancaires suisses et des confiscations illégales de biens et de collections d'art juif, une pratique dont Göring lui-même était également coupable. En fin de compte, cet incident a marqué un déclin significatif pour Streicher dans sa carrière. Milch s'est retrouvé dans la zone d'occupation américaine, où l'on disait qu'il avait confronté des soldats américains brandissant un bâton de maréchal. Il est apparu devant le tribunal pour défendre Göring, affirmant « Je suis juif, donc ne tenez pas Göring responsable de l'Holocauste. Il a défendu les Juifs, moi y compris. » Notamment, les Américains finiraient par rendre le bâton de maréchal de Milch après environ 20 ans. Le 15 avril, un témoin nommé Hess a été interrogé à Nuremberg. Il a raconté les atrocités se produisant dans les camps, évoquant les chambres à gaz et l'extermination systématique des personnes. Son témoignage serait plus tard mentionné lors du procès contre IG Farben Industries, l'entreprise responsable de la production du produit chimique toxique Cyclone B, utilisé pour les exécutions dans les camps de concentration. Des marques familières comme Bayer, connues pour l'aspirine, BASF et Agfa, faisaient toute partie intégrante de ce conglomérat.
soulignant son implication étendue. Cela indique le fonctionnement de la machine de la mort en place, alors que les dirigeants allemands confiaient à leurs industries l'efficacité dans l'exécution des meurtres. Hess a souligné la nécessité de systématiser les meurtres, décrivant comment ils avaient élaboré un plan pour amener les prisonniers dans une pièce sous le prétexte d'examens médicaux. Faisant face à un mur, les individus étaient abattus d'une balle dans la tête à travers un trou d'une pièce adjacente, permettant à un seul exécuteur de tuer entre 20 et 50 personnes par jour. Cependant, cette méthode s'est révélée trop laborieuse, nécessitant le développement d'un outil capable de tuer en masse de manière plus efficace. Cela a conduit à l'introduction du gaz comme moyen d'exécution. En mars, un incident s'est produit, qui, bien qu'il ne soit pas directement lié à Nuremberg, concerne certainement l'Allemagne. Le suicide de Karl Haushofer, le mentor de Rudolf Hess. Haushofer a joué un rôle clé dans l'articulation des principes fondamentaux de l'idéologie hitlérienne. Il a rationalisé la volonté de s'emparer de territoires et d'éliminer la population slave en caractérisant les slaves comme des sous-hommes, distincts des Aryens. Un autre concept clé était l'idée d'étendre l'espace vital, avec pour objectif d'étendre le Reich jusqu'aux montagnes de l'Oural. Peu après le suicide de Haushofer, l'interrogatoire de Göring a commencé, durant environ 10 jours. Pendant cette période, Rudenko a confronté Göring avec des preuves, soulignant qu'il était bien conscient du nettoyage racial, des camps de concentration et du vol systématique de biens de valeur. Göring possédait une vaste collection d'art qui avait été acquise par des moyens directs à partir de territoires pillés. Tatiana Stupnikova, interprète de conférence, a noté un incident mémorable lorsqu'elle est arrivée en retard à une séance du tribunal et a trébuché. Quelqu'un l'a rattrapée en disant « Madame, veuillez faire attention, vous êtes entre de bonnes mains. » En levant les yeux, elle a découvert que c'était Göring, faisant preuve d'une galanterie inattendue. Bien que l'interprétation simultanée existât avant les procès de Nuremberg, elle est devenue cruciale à Nuremberg en raison de la barrière linguistique. De nombreux Allemands ne parlaient pas anglais et les Américains n'étaient pas familiers avec l'allemand. Par conséquent, des traductions précises en temps réel des accusations, des déclarations de défense et des témoignages incombaient aux interprètes, qui avaient une responsabilité significative. Cette tâche était incroyablement exigeante, car les interprètes devaient fournir des traductions rapides, mot à mot. Contrairement à un livre audio, les réactions se déroulaient rapidement. Lorsque la défense présentait son cas et était soudainement contestée, l'interprète devait suivre le rythme. Les interprètes simultanés ont joué un rôle crucial dans ce processus. Le 3 avril, un autre moment significatif s'est produit, lorsque des documents par la suite connus sous le nom de « Journal d'Anne Frank » ont été introduits comme preuve pour l'accusation. Ce récit d'une jeune fille juive aux Pays-Bas détaillait les horreurs de l'occupation allemande et servirait de témoignage puissant dans l'affaire contre les accusés. Le 15 avril, Rosenberg, un philosophe et l'un des idéologues clés du Reich, a pris la parole lors des procédures. Cependant, sa présentation de défense était absurde, imprégnée de mysticisme et de notions bizarres d'un chemin destiné pour les Aryens, qu'il prétendait appeler à se positionner contre les slaves, invoquant des idées liées aux runes, aux Vikings et au Tibet. Sa rhétorique révélait une vision du monde délirante. Il présentait leur conflit non seulement comme une guerre contre le bolchevisme, mais comme une croisade.
Rosenberg a plaidé en faveur d'une lutte double contre les bolcheviks et les Juifs, affirmant que les Juifs s'étaient infiltrés et avaient pris le contrôle de tout. Il a également critiqué l'Église catholique, soutenant qu'elle détournait les fidèles du nazisme, entraînant également la persécution de ses membres. Pendant 1 heure et demie, il a déversé cette rhétorique irrationnelle, ce qui a poussé Göring à faire remarquer à quelqu'un « Quel imbécile il est! Comment Hitler a-t-il pu s'associer à lui? C'est vraiment un idiot. » Cette évaluation était tout à fait juste. Le 29 avril, l'interrogatoire de Julius Streicher, le rédacteur en chef du journal antisémite Der Stürmer, a eu lieu. Méprisé même par ses camarades nazis, il s'asseyait souvent à l'écart, en raison de sa réputation d'individu ivre et accro aux drogues, avec des allégations troublantes de pédophilie pesant sur lui. C'était sa 2e apparition dans le bâtiment de Nuremberg. Il y avait été une fois avant la guerre, lorsqu'il avait été confronté à des accusations d'actes immoraux contre des mineurs, mais il avait été acquitté à l'époque. Il y avait des rumeurs persistantes concernant l'exploitation par Streicher de filles mineures, entraînant plusieurs scandales qui étaient soit habilement, soit maladroitement dissimulés. Généralement considéré comme un goul et un fou rendu fou par ses obsessions pour les Juifs, il avait un jour formulé une affirmation bizarre au sujet de Himmler, déclarant qu'il possédait des traits négroïdes, suggérant un détachement complet de la réalité. Lorsqu'il a été confronté aux accusations, il a rejeté les procédures, suggérant qu'elles ressemblaient à une célébration de Purim plutôt qu'à une séance de tribunal. À l'approche de la fin, il s'exclamera « Purim Fest » alors qu'il fait face à l'exécution. À ce moment-là, il est un homme âgé, et après des heures à écouter ces absurdités, tout le monde est épuisé et ne peut plus supporter ces tirades. En mai, Walter Funk, le commissaire général pour l'économie militaire, a été interrogé. Il pensait que son rôle dans la gestion des finances le protégerait de toute répercussion. Cependant, tout au long de l'enquête, des documents intrigants ont émergé, révélant de nombreux comptes détenus au nom de Max Heiliger à la Reichsbank et dans d'autres banques allemandes. Le problème était que Heiliger n'existait pas. C'était simplement un pseudonyme pour des comptes contenant des fonds saisis aux Juifs, y compris les produits de la vente de leurs biens et des comptes juifs bloqués. Funk commence à réfuter les accusations, affirmant que ces comptes appartenaient à Himmler et étaient liés à la SS. Cependant, des documents révèlent qu'il et Himmler avaient convenu d'allouer tous les actifs juifs confisqués au compte de Max Heiliger pour des raisons administratives. Cela indique clairement que Funk, un individu ordinaire, en charge des finances, était directement impliqué dans l'appropriation de biens précieux pendant l'Holocauste. En mai, un document significatif émerge du tribunal de Nuremberg, qui interdit la culture nazie, qui, pour être franc, était en effet séduisante. Les uniformes conçus par Hugo Boss, les salutations fascistes, les parades aux flambeaux, la propagande, les aigles et les croix gammées avaient tous un attrait puissant. Même aujourd'hui, des mouvements néo-nazis prospèrent dans de nombreux pays où ils continuent de trouver du soutien. À Nuremberg, un document a été émis interdisant entièrement la culture nazie. Parallèlement, d'autres procédures se déroulaient dans les zones d'occupation en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En mai, 49 individus du tristement célèbre camp de concentration de Mauthausen ont été exécutés. Le 17 mai, le dictateur roumain Antonescu a également été exécuté. Il n'a montré aucun remords et a soutenu qu'il avait été un allié fidèle d'Hitler, affirmant que ses actions étaient justifiées. À Prague, Hans Frank, le bourreau de la Tchécoslovaquie,
a été exécuté. Le 22 mai, un événement inhabituel s'est produit avec la mort de Zoria, un membre éminent de l'équipe de poursuite de l'Union soviétique. Il était connu pour son professionnalisme, mais en nettoyant son arme, il s'est accidentellement tiré une balle dans la tête, ce qui a été considéré comme un suicide. Cet incident a été largement dissimulé, et ce n'est qu'à la fin des années 1980 que sa fille, ou peut-être sa petite-fille, a examiné les archives et découvert de nouveaux détails sur l'affaire. Elle a constaté que l'arme n'était pas la même et que la balle était différente, ainsi que de nombreuses taches de sang sur le lit, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un suicide mais d'un meurtre. Cela soulève des questions sur qui aurait pu être responsable et quel aurait pu être leur mobile. Des indications suggèrent qu'il possédait un chiffre de Moscou et des documents provenant à la fois de Molotov et de Vyshynski, ainsi que des accords personnellement approuvés par Staline. Ces documents stipulaient que 2 éléments clés ne seraient pas présentés à Nuremberg: le pacte Ribbentrop-Molotov, qui définissait comment l'Allemagne et l'Union soviétique avaient divisé les sphères d'influence d'avant-guerre. Cet aspect serait plus tard évoqué pour affirmer que l'Allemagne n'avait pas initié la guerre de manière indépendante, mais avait plutôt coopéré avec l'Union soviétique en tant qu'allié efficace. Le deuxième problème concerne les exécutions de Katyn, qui devaient également rester non mentionnées durant le procès. Les Alliés avaient conclu un accord à ce sujet, et Zoria avait pour mission d'interroger Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemand. Cependant, Ribbentrop a rejeté toutes les allégations pendant les procédures, récitant même le texte du pacte Ribbentrop-Molotov de mémoire. Par la suite, Zoria a été blâmé pour ne pas avoir pu contrôler Ribbentrop et a été exécuté. C'est la version dominante des événements. Le pacte Ribbentrop-Molotov mérite un examen séparé en raison de sa complexité et de son importance, notamment pour comprendre les motivations de Staline à le signer. Il était conscient qu'une guerre se profilait et anticipait une attaque allemande, bien qu'il ait semblé hésiter. Différentes interprétations existent à ce sujet. Bien qu'il ait été prévu qu'il soit exclu des discussions du procès, il est finalement devenu un sujet de conversation. Le 24 mai, un interrogatoire important a eu lieu impliquant Baldur von Schirach, le Reichsjugendführer, qui supervisait tous les programmes de jeunesse allemands et a joué un rôle clé dans l'établissement de la jeunesse hitlérienne. Des preuves ont été présentées détaillant comment la propagande était structurée pour endoctriner les enfants avec les idéologies de Hitler, y compris des cours d'éducation politique et des marches de jeunesse remplies de tambours et de bannières nazies. Tout cela, marqué par des croix gammées, a été documenté et soumis par les procureurs durant le procès. Le 28 juin marque un moment significatif concernant la responsabilité des crimes commis. En plus du personnel militaire et des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, la responsabilité s'étend aux médias et aux propagandistes, notamment Goebbels et sa famille se sont suicidés. Ce jour-là, en 1946, le procureur soviétique Rudenko a interrogé le prévenu Fritsch, soulignant son rôle en tant que voix de Goebbels, qui diffusait constamment une propagande toxique à la population allemande par le biais d'émissions radio plusieurs fois par semaine. Une citation notable de l'estimé auteur américain Hemingway déclare « Le fascisme est un mensonge proféré par des bandits ». Inspiré, j'ai soigneusement consigné mes réflexions dans un carnet, tout en préparant une analyse historique. Ce faisant, j'ai examiné les destins des propagandistes allemands et des responsables des médias. Hans Fritzsche, souvent considéré comme la voix du Troisième Reich, a joué un rôle significatif,
même si Goebbels reste la figure la plus notoire associée à cet héritage. Contrairement à Goebbels, Fritsch a évité l'exécution, soulevant des questions sur les résultats pour d'autres dans des positions similaires. L'annonceur Harry Giese est décédé en 1991. Il n'a jamais été jugé et est devenu un artiste de voix-off de premier plan dans la Nouvelle-Allemagne, poursuivant son travail sans faire face à aucune conséquence. Hongrie était l'un des journaux de propagande allemands. Julius Lippert est décédé de cause naturelle en 1956, après avoir purgé seulement 2 ans avant sa libération. Un vaste réseau existait pour diffuser la propagande, car des œuvres comme Mein Kampf, le journal Das Reich et le Völkischer Beobachter, la publication principale dirigée par Goebbels, nécessitaient des plateformes de distribution. Parmi celles-ci se trouvait une grande organisation connue sous le nom de Franz R. Verlag, une entité soutenue par l'État responsable de la supervision de l'ensemble des médias du pays. Il supervise tous les médias et les publications de journaux, essentiels à leurs opérations. Max Amann, le président de la Chambre impériale de la presse, est décédé en 1957, tandis qu'Otto Dietrich, le chef de la presse impériale, est mort en 1952. Alfred Guggenberg, associé au conglomérat Guggenberg, qui gérait une partie de la presse allemande publiée par R. Verlag, est également décédé en 1951. Pendant ce temps, Günther Dahlken, rédacteur en chef du journal SS Le Corps Noir, a vécu jusqu'en 1998 sans faire face à aucune conséquence. Werner Naumann a été le secrétaire d'État du ministère impérial, de l'éducation publique et de la propagande, supervisant tous les manuels scolaires, journaux et l'éducation des enfants. Il est décédé de cause naturelle en 1982. Le Völkischer Beobachter était le principal journal en Allemagne. Wilhelm Weiss, son rédacteur en chef, a été condamné à 3 ans de prison, mais est décédé en 1905. Ces figures représentent les principaux architectes de la propagande allemande, dont beaucoup ont soit évité de sévères sanctions, soit purgé seulement de courtes peines avant d'être libérés. Un front culturel a également émergé durant cette période, avec Leni Riefenstahl se distinguant comme une figure emblématique. Elle a réalisé plusieurs films de propagande significatifs pour le Troisième Reich. L'une de ses œuvres les plus renommées est Le Triomphe de la volonté, qui se concentrait sur le congrès du Parti national-socialiste à Nuremberg, présentant de grandes processions aux flambeaux et des prises de vue aériennes impressionnantes qui renforçaient son esthétique monumentale. Un autre film notable est Olympia, qui célébrait les Jeux olympiques de Berlin, mettant en avant le culte du corps avec des visuels époustouflants d'athlètes filmés depuis une grue, créant une qualité éthérée à une époque où les drones n'étaient pas encore disponibles. Quels ont été les résultats des procès de Nuremberg? Leni Riefenstahl a mené une vie remarquable. Après sa carrière cinématographique, elle est devenue photographe et a publié un impressionnant album photo intitulé « Afrique », mettant en valeur ses habitants. Elle a développé une passion pour la photographie sous-marine et a poursuivi son travail jusqu'à la mort de sa grand-mère en 2003, bien qu'elle ait été accusée de complicité et qualifiée de soutien des nazis après la guerre. Elle n'a jamais été soumise à des sanctions. D'autres productions, encore plus troublantes, ont émergé, comme le film « Les Juifs de Zeus », qui a été commandé par Goebbels en raison d'une demande pour des films antisémites. Réalisée par Harlan, cette œuvre profondément offensante et antisémite
dépeignait un récit horrifiant. Le réalisateur a passé ses derniers jours en Allemagne, avant de déménager sur l'île idyllique de Capri, en Italie, où il est décédé en 1964. Il cherchait alors un traitement pour une affection pulmonaire. Peu de personnes peuvent reconnaître le nom de Karl Ritter, mais il était le producteur derrière des films tels que Les Juifs de Zeus, ainsi que de nombreux courts-métrages et longs-métrages de propagande. Il a continué à travailler dans la production même après les procès de Nuremberg et est décédé paisiblement en 1977. Cette discussion concerne les médias, qui ont fait face à des conséquences appropriées pour leurs actions. Il est important de noter l'amnistie significative accordée après la guerre. Par exemple, le maréchal von Manstein était un stratège allemand exceptionnel, connu pour avoir dirigé une opération réussie en Crimée, ce qui a même conduit à l'établissement de la distinction « bouclier de Crimée » au sein du Troisième Reich. Lors de son procès, il a été accusé d'avoir brutalement réprimé les mouvements partisans en Crimée. Cependant, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer ces allégations. Les soldats le considéraient comme un leader aimable et efficace plutôt que comme un tyran. Il incarnait véritablement les qualités d'un soldat. Il a ensuite servi dans la Bundeswehr. La question se pose, comment tant d'entre eux ont-ils commencé à émerger sous l'amnistie au milieu des années 1950 ? La réponse est simple. Le début de la guerre froide a joué un rôle significatif. Le camp soviétique, ainsi que les pays de l'Alliance atlantique, y compris les États-Unis et les alliés de l'OTAN, étaient conscients de l'influence croissante de l'Union soviétique. En remarquant la présence de propagandistes et d'officiers militaires compétents, ils comprenaient que ces individus pouvaient être d'une certaine valeur. Par conséquent, beaucoup ont bénéficié d'une amnistie et ont été libérés plus tôt de prison, leur permettant de s'intégrer dans l'armée ouest-allemande, ainsi que dans ses systèmes financiers et économiques. La famille Krupp, qui comprenait le père, le fils et plusieurs frères, était composée d'industriels compétents qui ont réussi à établir diverses entreprises grâce à leur sens aigu des affaires. De plus, vous reconnaîtrez peut-être le nom de Werner von Braun, l'ingénieur derrière la fusée V2, qui a été utilisée comme arme de représailles contre Londres depuis la France. Cela a marqué la création du premier missile de combat en Europe. À cette époque, l'Allemagne était très avancée sur le plan technologique, développant des chars modernes, de l'artillerie et des avions. Werner von Braun n'a peut-être pas donné d'ordre direct ni participé personnellement aux atrocités, mais il était responsable de la conception d'armes, et ses usines employaient une main-d'œuvre brutalement inhumaine, composée de prisonniers des camps de concentration. Il est difficile de croire qu'il n'était pas au courant de ces conditions. On ne peut qu'imaginer que fermer les yeux était le seul moyen de rester dans l'ignorance. Il savait sans aucun doute ce qui se passait. Que devint cet homme ? Au départ, il a disparu pour réapparaître plus tard aux États-Unis. Là, il est devenu un acteur clé dans le développement de l'industrie spatiale américaine, emmenant avec lui ses ingénieurs et tous les designs que les responsables soviétiques n'avaient pas saisis. Il a ensuite contribué de manière significative au progrès de l'Amérique dans ce domaine. Il y a eu, bien sûr, des procès intentés contre lui aux États-Unis. Les médias se sont exprimés, remettant en question comment quelqu'un qualifié de fasciste pouvait y travailler. Cependant, ses préoccupations ont été largement minimisées en raison de ses talents considérables. Cela ne nie pas le fait que certains ingénieurs, designs et même agents de main-d'œuvre qualifiés
ont finalement refait surface en Union soviétique, qui a également bénéficié de leur expertise. Malheureusement, la politique est souvent une arène trouble et désagréable, où toutes les tactiques semblent acceptables lors des conflits entre des camps opposés. Tout au long de l'été, le ministère public a prononcé des discours, tandis que les avocats de la défense présentaient leurs arguments. Les accusés ont été autorisés à faire leurs déclarations finales, au cours desquelles certains ont feint la folie et ont demandé des évaluations psychiatriques. Cependant, ces demandes ont été refusées et l'annonce du verdict a eu lieu. Au fur et à mesure que l'été avançait, l'intérêt des médias pour le procès a commencé à diminuer, mais cela a marqué la finale et le point culminant des procédures. L'un des moments clés du procès est le discours final du procureur soviétique Roudenko, qui attire une attention médiatique significative et devient une référence dans le genre des poursuites lors des procès internationaux. Le tribunal doit annoncer son verdict entre le 30 septembre et le 1er octobre 1946. Le tribunal a condamné à mort par pendaison les figures emblématiques suivantes de l'Allemagne hitlérienne: Hermann Göring, vice-führer et ministre du Reich de l'aviation, et Martin Bormann, qui a été jugé par contumace en tant que chef de la chancellerie du parti NSDAP et désigné comme Reichsführer. Il est à noter que Reichsführer était un titre personnellement attribué par Hitler, signifiant la proximité d'une personne avec lui plutôt que sa position ou son rang officiel. Ernst Kaltenbrunner a été le chef de l'ROSH et, de manière amusante, était également président d'Interpol pendant ces années. Parmi ceux condamnés à mort figure le ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Hans Frank et le Reichsleiter Wilhelm Frick. Julius Streicher, tristement tordu dans son idéologie, a également reçu une peine de mort. De plus, Fritz Sauckel, commissaire au travail, Arthur Seyss-Inquart, qui a supervisé l'Anschluss de l'Autriche, et Alfred Jodl, ancien chef de la direction opérationnelle de la Wehrmacht, ont tous été condamnés à mort. Rudolf Hess, le vice-führer, est condamné à la réclusion à perpétuité, passant finalement ses dernières années à Spandau jusqu'à sa mort dans les années 1980. Walter Funk, président de la Reichsbank, et Erich Raeder, chef de la flotte de sous-marins, reçoivent également des peines de réclusion à perpétuité. Cependant, leurs peines sont réduites, ce qui conduit à leur libération dans les années 1960. Il y a un plaidoyer continu pour la libération anticipée de Hess, mais il ne retrouvera jamais la liberté et finit par mettre fin à ses jours à un âge avancé à Spandau. Baldur von Schirach, qui a organisé la jeunesse hitlérienne pendant 2 décennies, est condamné à une peine d'emprisonnement, tout comme Albert Speer, qui recevra une peine de 20 ans. Après avoir purgé sa peine, Speer sera libéré et écrira par la suite un vaste mémoire. Konstantin von Neurath a été le premier ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne hitlérienne pendant 15 ans, tandis que Karl Dönitz a dirigé les forces navales pendant une décennie. Au final, 3 individus ont reçu des grâces. Franz von Papen, qui était ambassadeur en Turquie, et a joué un rôle dans la facilitation de l'ascension d'Hitler grâce à ses liens avec les anciennes élites allemandes. Hjalmar Schacht, le ministre du Reich de l'économie, qui n'avait pas de portefeuille spécifique et ne pouvait pas être lié à l'expropriation forcée de valeurs ou de territoires occupés. Et remarquablement, Hans Fritzsche, le porte-parole radio de Goebbels, qui a été acquitté. Ces résultats résument les verdicts de Nuremberg. Les exécutions ont eu lieu le 16 octobre à Nuremberg.
chaque personne a fait face à la potence dans des circonstances variées, bien que je ne les détaille pas ici, car elles ont été soigneusement documentées. Notamment, 2 moments se sont distingués. Streicher, qui a été traîné jusqu'à l'échafaud, a perdu le contrôle et s'est uriné dessus, et quelqu'un a crié « Heil Hitler » en s'approchant de la potence. Göring, cependant, ne faisait pas partie des condamnés, ayant mis fin à ses jours le 15 octobre. Des questions se sont posées sur la manière dont il avait obtenu du cyanure pour son suicide. Un garde américain a mentionné plus tard qu'ils avaient engagé des discussions sur la politique et la vie et qu'il avait donné une montre à Göring. Ainsi, certains spéculent que le garde aurait pu être soudoyé par la femme de Göring ou ses avocats, ou qu'il avait dissimulé l'ampoule de cyanure sous le rebord des toilettes. En fin de compte, Göring est mort 1 jour avant les exécutions prévues. Dans ses mémoires, Albert Speer a affirmé « J'avais du cyanure à ma disposition tout au long de mon emprisonnement, caché soit dans un pot de crème, soit dans le dentifrice. Ils ne l'ont jamais découvert, mais j'ai choisi de ne pas l'utiliser. » En fin de compte, Göring a également échappé à la potence. Les procès de Nuremberg sont devenus les procédures judiciaires les plus significatives contre les criminels de guerre du Troisième Reich. En plus de ces procès, des procédures plus petites ont eu lieu dans la zone d'occupation américaine, où des juges allemands, des procureurs d'État et des économistes ont été traduits en justice, notamment les dirigeants des Sonderkommando et des Einsatzgruppen ont également été jugés. Ces individus étaient responsables du génocide de civils et ont exécuté des tueries de masse dans les territoires envahis par l'Allemagne nazie. De nombreuses peines de mort ont été prononcées lors de ces procès, parallèlement à divers processus juridiques en Allemagne, où les individus devaient obtenir des postes dans les agences gouvernementales, avant de se réintégrer dans la société. Cette transition impliquait de subir une dénazification, un terme qui a émergé de ce contexte. De nombreux procès ont eu lieu, le plus récent impliquant un ancien garde qui a été traduit en justice à Munich à l'âge de 97 ans, en fauteuil roulant. Israël a activement poursuivi les criminels de guerre nazis, croyant, à juste titre, que beaucoup avaient échappé à la justice. Notamment, cela incluait l'infâme Dr Mengele, connu pour avoir mené des expériences inhumaines sur des détenus des camps de concentration. Il a finalement été localisé en Argentine, extradé vers Israël et jugé là-bas lors d'une procédure judiciaire significative. Nuremberg a marqué une étape significative dans le développement du droit international, mettant en lumière les efforts considérables déployés lors des procès. Au cours d'une année, il y a eu 403 sessions, avec 216 participants impliqués et 240 témoins ayant témoigné. Fait remarquable, environ 300 000 déclarations écrites ont été soumises. Chaque détail discuté et présenté lors du tribunal a été méticuleusement documenté, aboutissant à un total de 16 000 pages. Cela souligne l'énorme ampleur du travail accompli. Staline n'a reconnu personne pour ses contributions au procès de Nuremberg, citant un manque significatif parmi les avocats soviétiques. Il estimait que les crimes du fascisme, en particulier ceux commis par l'Allemagne hitlérienne, n'étaient pas condamnés aussi rigoureusement ou universellement qu'il le souhaitait. De nombreuses personnes ont échappé à la punition. Notamment, 3 accusés ont reçu des peines, tandis que 3 autres ont été acquittés, y compris Hans Fritzsche, qui avait infamement qualifié les Slaves de « sous-hommes » qui doivent être exterminés. Par conséquent, Staline a exprimé son fort mécontentement à l'égard des procès de Nuremberg. Que, alors,
le tribunal de Nuremberg a-t-il offert à l'humanité? Tout d'abord, les procès ont établi qu'un agresseur doit être tenu responsable, mettant en avant un accomplissement remarquable des Alliés dans l'organisation d'un processus légal plutôt que politique. Ils ont minutieusement examiné un vaste éventail de documents et ont investi un temps considérable dans cet effort, au lieu de simplement exécuter 50 000 Allemands jugés coupables sans procédure régulière. Cette approche a marqué une étape cruciale dans l'évolution de la justice qui influencerait les actions futures. Les procès de Nuremberg ont donné naissance à des cadres juridiques significatifs, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés en 1950 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1966. De plus, le document de l'UNESCO sur la protection des biens culturels, établi en 1954, a émergé des preuves présentées concernant la destruction massive du patrimoine culturel pendant la guerre. Nuremberg est devenu un point de départ crucial pour le droit international, influençant les conventions de Genève, la Convention sur le génocide, le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda. Les principes fondamentaux et le cadre général de ces processus étaient enracinés dans les précédents établis à Nuremberg. Aux côtés des crimes horribles et inhumains commis, le terme « atrocité », souvent utilisé par les Britanniques avant que le mot « génocide » ne devienne courant, reflète la brutalité de cette époque. Les procès ont révélé non seulement l'ampleur de ces crimes, mais aussi les rouages internes du Troisième Reich, un régime fondé sur un mensonge monumental. Ils ont trompé leurs citoyens, et les uns les autres, affirmant finalement lors des procès « Nous ne savions rien, ce n'était pas notre réalité, nous ne comprenions pas vraiment ». En effet, c'est le cas. Je voudrais conclure par une citation de Remarque qui a largement réfléchi sur les procès et la remarque de Ribbentrop selon laquelle nous n'étions tous que des ombres de Hitler. Remarque a déclaré à propos de Hitler: il a accumulé un tel degré de cruauté, d'apathie, d'égoïsme, d'ignorance, d'inexpérience et de lâcheté qu'il était plus que suffisant pour déconstruire le mythe du Führer et la légende de la race maîtresse. Cela met en lumière les enseignements tirés de Nuremberg. Merci de votre attention et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.